Bonjour, bienvenue. Donc on va démarrer cette conférence sur les bonnes pratiques pour réduire les risques de cyberattaque. Vous savez qu'aujourd'hui, c'est quand même l'une des priorités dans toutes les entreprises, qu'on soit un grand compte, une TPE, une PME, mais justement encore plus, je pense, pour les plus petites entreprises, parce que les grandes, elles ont des services, des RSSI, elles sont déjà assez accompagnées, même si elles sont le zéro risque n'existe pas. Et on va en parler avec nos experts que je vous présente tout de suite. Donc Anne-Sophie Coléo, pardon, que je prononce bien, c'est bien ça. Bonjour Anne-Sophie, merci d'être avec nous. Vous êtes directrice de Cibia, alors on va revenir dessus dans un instant. Et vous travaillez notamment, vous travaillez notamment au sein du campus cyber qui est à la Défense. Je ne sais pas si vous connaissez cette initiative qui a été montée il y a quelques années par Michel Vandenberg, donc, qui avait monté une entreprise rachetée par Orange. Il a monté Orange Cyberdéfense et le campus cyber. C'est un endroit, c'est un immeuble physiquement qui est à la Défense, où à l'intérieur duquel se trouve tout un tas d'entreprises, des startups, des grands comptes, des entreprises clientes aussi, et qui partagent. Alors chacun travaille dans ses domaines de prédilection, mais ce qui est commun à tout cet immeuble, c'est que tout le monde travaille sur la cyber. Et du coup, il y a beaucoup de choses qui sont. Les gens se croisent, travaillent ensemble. Donc c'est vraiment notre pôle cyber est centré là. Et puis voilà, il y en a un qui a ouvert à Lille. Je crois que c'est Lille et puis un autre en Bretagne. Enfin, le but est d'essaimer comme ça des campus cyber un peu partout enfin un peu partout, dans les grandes agglomérations du territoire. Avec nous également Nicolas Aubé, bonjour. Bonjour Frédéric. Nicolas, merci d'être avec nous. Donc, président de Céleste. Céleste est un opérateur présent partout en France. C'est 700 personnes aujourd'hui ? Oui, c'est ça. C'est 700 personnes. 20 000 clients, 700 personnes. Et qui existe à Gertenu depuis 22 ans déjà, oui. comme le temps passe. Et avec nous également Achille Morin-Lemoine, donc CEO de Sirius. Bonjour. Bonjour Frédéric. Achille, merci d'être avec nous. Alors, qui existe depuis moins longtemps que Céleste, mais on espère longue vie en tout cas à Sirius. Mais c'est bien parti. Sirius était une entreprise qui était hébergée il y a encore 2 ans ou 1 an. 1 an, oui. 1 an ici à Station F, et qui maintenant, ça y est, prend son envol. Et on reviendra évidemment sur le métier de Sirius, qui accompagne justement les PME, une sorte de coach cyber, et on sait qu'on en a bien besoin aujourd'hui. Juste un premier tour de table pour faire un petit état des lieux, dire pourquoi. Alors sans créer sans parler de crise, enfin vouloir créer un climat anxiogène, mais pourquoi il y a urgence aujourd'hui pour les PME de s'intéresser, de placer la cyber, même si on est dans un domaine, on fabrique des meubles, même si on a un domaine qui n'est pas du tout technologique, pourquoi ça devient à tout prix une priorité aujourd'hui cette cyberdéfense, Anne-Sophie? Bien, bonjour à tous. Une priorité, pas seulement pour les plus petits, c'est une priorité pour tous, la cybersécurité. Avoir des bonnes règles d'hygiène numérique, je pense que ça fait partie de notre quotidien à chacun. L'une des raisons, je ne sais pas si on va en parler tout à l'heure, il y a des règles qui s'imposent et qui vont venir, notamment NIS 2, un règlement européen qui va s'imposer à tout fournisseur sous-traitant d'entreprises dites importantes ou essentielles pour l'économie de la nation. Et pour monter en compétences et se cybersécuriser, il y a beaucoup de problèmes. Je pense qu'on y reviendra tout à l'heure sur le pourquoi est-ce que les plus petits manquent de moyens financiers, humains, expertise technique pour le faire. Quelques chiffres. Je laisserai la place aux experts en cybersécurité plus pour préciser ça. Moi, j'aime bien donner quelques chiffres pour l'ampleur du problème. 50% des PME aujourd'hui qui se sont fait attaquer déposent le bilan dans les 18 mois qui suivent. Ça, c'est une réalité économique. Et l'impact d'une attaque aujourd'hui, d'ordre cyber, elle est à peu près de 120 000 €, estiment les assureurs, en termes de coûts financiers d'une cyberattaque. Donc l'investissement dans sa cybersécurité, c'est un moyen aussi de se prémunir derrière de grosses défaillances économiques pour sa structure. Et donc, c'est des risques qui existent très concrètement. Nicolas, si on faisait un petit peu... C'est quoi les types d'attaques? Alors, on entend beaucoup parler de ransomware, on entend parler de déni de service. Ça veut dire quoi si on prend les principales attaques aujourd'hui? Je crois qu'aujourd'hui, les entreprises font face à une délinquance, une nouvelle délinquance. Cette délinquance, elle est cyber, c'est-à-dire qu'elle arrive de partout dans le monde. Avant, pour braquer quelqu'un, il fallait venir, il fallait, se déplacer. Aujourd'hui, on peut le faire à distance. Donc, c'est la délinquance. C'est en augmentation. Voilà. On voit, en fait, on équipe 20 000 entreprises et on voit en fait que ça augmente, ces attaques augmentent.
Donc que ce soit des entreprises de toute taille, en fait, privées, publiques. On a dans la presse des hôpitaux, des collectivités qui sont ciblées. Mais finalement, en fait, ils ne sont pas ciblés. Tout le monde est ciblé. On jette un filet, puis on voit ce qui remonte. Les délinquants, on va dire, ils attaquent n'importe qui en masse, et puis ils regardent ce qu'ils peuvent trouver. Donc c'est quoi les principales attaques? Donc l'attaque ce qu'on voit vraiment aujourd'hui qui fait très mal, c'est le chiffrement des données de l'entreprise, donc pour de la rançon. Donc en fait, un mail va être envoyé à des gens au hasard, et quelqu'un dans l'entreprise va cliquer sur quelque chose, sur un mail, parce qu'il est mal fait, enfin il est bien fait justement, mais il va être trompeur. Et donc ce mail va installer un petit logiciel qui va se développer dans le réseau, qui va pouvoir peut-être progresser et infecter différents postes, et voire infecter les données de l'entreprise. Et puis d'un coup, en fait, à un moment donné, ça va être déclenché par un délinquant, un pirate à distance, qui va chiffrer les données. Et après, il va demander une rançon à l'entreprise. Et ça, en fait, c'est pas un phénomène isolé, c'est vraiment un phénomène qui se produit énormément. Donc ça, c'est une menace vraiment très concrète à laquelle font face beaucoup d'entreprises. Et il y en a beaucoup qui payent, il y en a qui ne payent pas et qui reconstruisent leurs données. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que si ça dure pendant longtemps, si l'infection elle est pendant longtemps, en fait, les sauvegardes aussi peuvent être aussi infectées, et ce qui fait que ça peut être très compliqué pour l'entreprise. Puis on rappelle qu'il y avait un rôle parfois ambigu des assureurs qui remboursaient la rançon qu'on pouvait payer, donc ça baisse un peu, surtout que pour avoir, vous avez certainement des exemples, mais vous avez souvent un pirate qui au début demande 500 000 euros, et puis finalement ça finit à 10-12 000 euros, et là le patron de PME il est bien content de payer ces 10-12 000 euros sans être sûr de récupérer ces datas. Donc là, en exemple, il y a un des départements avec qu'on connaît très bien, un gros département de l'Île-de-France qui a été attaqué, ses services ont été bloqués pendant des semaines à cause de ça. Je connais un architecte aussi, il a perdu tous ses dossiers, tous ses plans, il n'a jamais pu les récupérer. On a un groupement d'écoles en fait que je connais bien, qui ont été bloqués pendant des semaines et des semaines. Ils n'ont pas pu fournir le service administratif aux gens, aux apprenants. Donc vraiment, c'est tous les secteurs, voilà. Ça c'est une des attaques. Il y en a d'autres. Il y a par exemple l'attaque aussi par déni de service. Donc ça, c'est un peu plus pointu. C'est un pirate qui va faire tomber un site web ou tomber une installation. Pourquoi? C'est pour la gloire, ou c'est pour des raisons peut-être politiques, ou c'est aussi pour fragiliser une entreprise, pour pouvoir essayer de l'attaquer par ailleurs. Donc ça, c'est une attaque aussi importante. On a aussi les fraudes au président, les faux relevés d'identité bancaire. Aujourd'hui, les virements inter-entreprises ne sont pas sécurisés. On ne sait pas, en fait, aujourd'hui, à qui on verse de l'argent. Demain, peut-être avec on va dire le Web3, avec la crypto, on saura, mais c'est un avantage des crypto-monnaies. Mais aujourd'hui, avec l'argent normal, on ne sait pas. En fait, si vous avez un RIB, on ne sait pas à qui il appartient, on ne peut pas vérifier. Même s'il y a des prestataires qui existent, qui commencent à proposer ce service, les transactions financières ne sont pas sécurisées. Il suffit de changer un RIB pour envoyer un virement vers n'importe qui. Et donc, ça, c'est de la fraude, en fait. C'est de la fraude, et ça existe dans le quotidien des PME. Et puis, donc il y a plusieurs types d'attaques. Et puis, Achille, il faut voir aussi que côté pirate, alors Nicolas disait c'est de la délinquance, mais c'est de la délinquance très bien organisée. Il y a même, il y a un service après-vente du pirate qui va même aller jusqu'à rappeler l'entreprise piratée pour voir si la sauvegarde, la restauration se passe bien. On en est à ce niveau-là aujourd'hui. Absolument, surtout au niveau des PME, je trouve ça important de rappeler qu'on est loin du cliché du pirate informatique qui est un adolescent dans sa chambre avec sa capuche. Aujourd'hui, on a affaire à des réseaux de criminels qui sont très bien organisés, qui le font pour une bonne raison, c'est que c'est rentable. Et comme vous le mentionniez, c'est très facile aujourd'hui d'accéder aux données d'une entreprise, puisque dans la masse et dans les filets qu'on lance, il y a bien une ou deux entreprises qui vont céder, qui vont céder aux pirates. Donc effectivement, on se retrouve avec une criminalité qui s'est vraiment professionnalisée et qui est très facile d'accès, avec même des pirates qui revendent à d'autres pirates des manières de rentrer dans les systèmes. Il y a des places de marché, on peut aller acheter un type de virus, et puis si on est
pas forcément un surdoué de l'informatique, mais Pas voilà, forcément. on a des modes d'emploi et puis on achète ça. Eux-mêmes ont du service après-vente aussi derrière. Enfin, il y a tout un ensemble de choses. Donc, raison de plus donc, pour s'y intéresser. Juste un mot, Nicolas. Donc, la première chose quand même, c'est l'infrastructure, quoi. On va pas descendre dans les détails techniques, mais avant tout, et on va reparler sensibilisation, organisation, parce que vous allez voir que souvent, se prémunir, c'est juste du bon sens, mais il y a quand même un peu d'investissement de départ, hein, Nicolas. Oui, parce que en fait, ça fait un peu peur. On se dit, mais les pirates, ils sont plus forts que moi, ils sont ailleurs, je ne les connais pas, j'y connais rien, je comprends rien à l'informatique. Bon, ok, mais je veux dire, il faut revenir aux bases. En fait, quand vous avez une maison, comment on va protéger sa maison? Protéger la porte, on va protéger les fenêtres, on va mettre des volets, on va mettre des alarmes, on va mettre des caméras. Voilà, ça c'est, on va dire, la base. Et c'est pareil. C'est pareil pour les données numériques. En fait, qu'est-ce qu'on peut faire en fait? Je pense que déjà, effectivement, d'avoir une infrastructure numérique de base solide, c'est important. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire avoir une bonne connexion, c'est mettre ces données dans un endroit en fait adapté pour ça. Aujourd'hui, en fait, de garder ces données dans les serveurs informatiques de l'entreprise, ça devient dangereux. En fait, ça devient dangereux. Il y a des prestataires informatiques, des spécialistes qui font ça, qui peuvent conserver vos données dans un endroit qui va être plus sécurisé, qui sont des spécialistes de la conservation des données. Donc les conserver vous-même, c'est comme si vous aviez chez vous des lingots d'or. Oui, ok, mais bon, c'est peut-être moins sûr qu'à la banque. Donc mettre ces données en lieu sûr. Il y a des mesures de prévention qui sont importantes, c'est séparer les utilisateurs des données. En fait, les utilisateurs, c'est les salariés de l'entreprise. Ils peuvent être dans les locaux ou ils peuvent être aussi à distance, en télétravail ou sur la route pour les gens qui sont des travailleurs itinérants. Et donc, avoir des réseaux bien séparés, donc il faut vous dire que les salariés, sur le réseau des collaborateurs, collaboratrices, il ne faut pas le considérer comme un réseau sécurisé. On peut avoir quelqu'un qui va cliquer sur un mail frauduleux sans le vouloir. Il va rentrer un logiciel dans l'entreprise sans qu'on le veuille. Donc il faut séparer les données du réseau des salariés. Et ce qui marche très bien aujourd'hui, c'est en fait, vous connaissez l'authentification double facteur. C'est ce qu'on a pour la banque, par exemple. Vous avez, en fait, quand vous allez sur le site de la banque, il vous demande de confirmer le mot de passe par votre téléphone, en gros, ou par une carte. Bon, c'est pareil pour les données d'entreprise. On peut mettre ce système en place. Ça s'appelle l'authentification double facteur. Donc, il faut à la fois qu'on connaisse un mot de passe pour accéder aux données, mais en plus qu'on confirme avec son téléphone. C'est très simple à mettre en place aujourd'hui et c'est très efficace. Aujourd'hui, un mot de passe, même s'il est compliqué, ça ne suffit pas pour protéger des données. En fait, vos données d'entreprise, mettez en place une authentification double facteur avec le téléphone. Voilà, ça c'est important. Et puis aussi, quelque chose de simple, c'est filtrer l'accès à Internet. Aujourd'hui, vous ouvrez le robinet d'eau chez vous, l'eau elle est filtrée, vous n'avez pas des virus, vous n'avez pas des maladies dans l'eau du robinet. C'est pareil sur Internet. Sur Internet, il y a des virus qui circulent, il y a des maladies qui circulent sur Internet. Il faut tout simplement les filtrer. Et pour ça, il y a des outils très simples qui existent, des filtrages d'Internet que vous pouvez installer vous-même ou faire installer par votre opérateur, comme Céleste par exemple. Mais tous les opérateurs peuvent fournir ça. Donc vous avez en fait des outils qui permettent de contrôler, de filtrer, d'enlever en fait la plupart des choses mauvaises qui circulent sur Internet pour avoir un Internet propre. Donc ça, c'est des mesures simples. Pour être très concret, on est de quel ordre de prix là dans tout ça? Est-ce que on est dans les quelques milliers d'euros, les dizaines de milliers d'euros ou les centaines? Alors évidemment, ça dépend de la taille de l'entreprise, mais globalement. Je pense quand même que, la fibre optique, ces outils-là, et même les ordinateurs. Les ordinateurs, il faut avoir des ordinateurs récents. Je veux dire, homogènes, il faut renouveler son parc informatique, avoir des ordinateurs récents, mis à jour, homogènes. Oui, ça coûte de l'argent. Je pense qu'il faut se dire que l'informatique, c'est incontournable et il faut investir dans l'informatique. Je pense que les entreprises aujourd'hui n'investissent pas assez dans l'informatique, dans le numérique en général. C'est les ordinateurs, c'est les infrastructures numériques, les prestataires de services, c'est également les logiciels, d'avoir des logiciels à jour. Il faut avoir un budget informatique. Moi, je pense que les entreprises n'investissent pas assez. Et c'est notre responsabilité à tous. Voilà, on est chef d'entreprise. On doit investir dans l'informatique. Parce que l'informatique, c'est le numérique,
c'est la façon de faire du business demain. Le numérique, c'est nos clients, c'est nos données, c'est nos salariés qui vont travailler sur le numérique. Donc si on n'investit pas, si on a un outil de production préhistorique, eh bien, c'est risqué. On va se faire attaquer un jour. Voilà. Moi, je voudrais un peu tirer une sonnette d'alarme. Les entreprises n'investissent pas. On est un peu à l'an zéro de la sécurité informatique. Il faut s'y mettre. Il faut y aller. Et puis alors tout le monde est en train de bouger. Ce soit alors les PME, les entreprises, il faut bouger encore plus rapidement. Il faut le dire. Les opérateurs bougent. Et puis Anne-Sophie, ça y est, il y a enfin des offres qui s'intéressent beaucoup plus, qui s'intéressent vraiment, qui ciblent les PME, parce que le souci que l'on avait aujourd'hui, c'est qu'on était, en étant une PME, on avait un discours très technique face à soi. Enfin voilà, on comprenait pas tout, on passait par un prestataire informatique, voire certaines leur expert comptable qui va les mettre en contact avec quelqu'un d'autre. Et vous, au sein de Campus Cyber, vous avez travaillé sur l'offre que vous dirigez, qui s'appelle Cybia, c'est Cyber IA comme intelligence artificielle hub. Alors, racontez-nous un peu la mission de cette offre, d'accompagner davantage les PME vers une cyber plus efficace. Oui, alors cyber, intelligence artificielle hub, parce que dans l'évolution des menaces, on a également l'intelligence artificielle. Nul ne sait prédire aujourd'hui ce que seront les menaces cyber générées par l'intelligence artificielle dans 2 ans, 3 ans. Et ça nécessitera de la part des offreurs de services de cybersécurité également une évolution de leur offre. Le vrai problème, je partage partiellement votre point de vue sur le non-investissement dans l'informatique par les chefs d'entreprise. Pourquoi ? Parce que je pense qu'on présente trop souvent la cybersécurité sous l'angle du « attention, warning, si vous ne le faites pas, il va vous arriver la pire des choses ». Et je ne crois pas, en générant de l'anxiété, encore plus sur un sujet qu'on ne maîtrise pas parce qu'il nous apparaît intangible, c'est de l'éther, la cybersécurité, c'est quelque chose qu'on ne peut pas palper, qu'on ne voit pas à la fin du mois sur des tableaux Excel ou sur des fiches de paye. Donc c'est très difficile de quantifier l'effort qui est nécessaire là-dedans. Le campus cyber s'est vu confier une mission PME par le ministre Barrot en début 2023. Le rapport a été remis il y a quelques semaines pour justement comprendre pourquoi les PME n'investissaient pas dans la cybersécurité. Beaucoup de raisons. Le manque de moyens humains, le manque de moyens financiers immédiats, donc la trésorerie disponible pour investir directement dans des solutions, des services. Le fait que la technicité, lorsqu'on est une entreprise qui fabrique de l'agroalimentaire, la cybersécurité, ça paraît loin de son cœur de métier. Donc, pourquoi s'intéresser à quelque chose qui est aussi loin de ce qu'on a à faire dans tous les jours dans son core business ? Et puis, il y a aussi par où prendre le problème au final. Je commence par quoi ? Je commence par de la sensibilisation, investir dans des solutions toutes clés en main. Mais du coup, qui est-ce qui va m'installer la solution ? Qui est-ce qui va la manager ? Qui est-ce qui va assurer sa maintenance ? Est-ce que je dois faire appel à un prestataire qui va le faire pour moi ? Est-ce que je peux lui faire confiance à ce prestataire parce qu'il va faire tout pour moi et finalement, je lui fais une confiance aveugle ? Et souvent, il y a ce qu'on appelle, ce qui est revenu, c'est le syndrome du garagiste. C'est le jour où j'ai un problème, où je suis en panne, j'espère que la personne en qui j'ai confiance, elle sera disponible et c'est elle qui répondra à mon appel. Parce que sinon, on va me vendre des choses dont je n'ai peut-être pas forcément besoin et que de toute façon, je suis en incapacité de comprendre. Donc, il y a cette défiance vis-à-vis de la cybersécurité parce que c'est trop compliqué, c'est pas accessible. Le problème, il se situe aussi du côté des offreurs. Pour être en capacité d'adresser un marché de PME, et en tout cas c'est le triptyque que je souhaite porter avec Cybia, c'est de pouvoir générer une offre de proximité, de confiance et en neutralité. Les offres qui sont portées par des prestataires privés, souvent il y a aussi ce risque est-ce que c'est réellement ce dont j'ai besoin qu'on veut me vendre ? Et donc, le deuxième problème qu'il y a pour les offreurs, c'est aussi comment est-ce que j'adresse un marché de PME aujourd'hui ? Je dois déployer une force de prospection commerciale, ce qui me coûte à moi de l'argent d'aller chercher ce marché, d'aller le démarcher. Et je suis dans la capacité de sortir du coup un produit à un tarif qui est acceptable à dépenser tous les mois. Donc, la défaillance de ce marché entre les offreurs qui ne peuvent pas aller démarcher une par une de manière spécifique les PME et les PME qui, dans le meilleur des cas, elles ont conscience d'avoir un souci et besoin d'investir en cyber, mais ne savent pas par où prendre le problème. Dans le pire des cas, elles ne savent même pas qu'elles ont un problème. Cette défaillance du marché, elle est adressée aujourd'hui par un projet EDIH comme Cybia.
Et donc, en quelques mots, parce que je ne vais pas monopoliser la parole, le parcours que l'on propose, il est décomposé en 4 étapes. Et la première, c'est de se dire, il faut embarquer. Embarquer, ça commence par se dire, on évalue la maturité. La maturité, donc un questionnaire d'organisation interne qui prend 15-20 minutes et un scan de surface externe qui permet de savoir voilà, quels sont vos gros points faibles. De cette évaluation de la maturité, 2 parcours possibles. Un premier parcours de diagnostic Mon Aide Cyber, qui est une expérimentation de l'ANSSI, qui permet pour les moins matures d'avoir 6 actions prioritaires à horizon 6 mois implémentées. Et c'est vraiment un accompagnement resserré avec des jalons, avec des rendez-vous pris. Ou alors pour les bénéficiaires de notre accompagnement les plus matures, un diagnostic en plusieurs jours, lui pour le coup intrusif dans le système d'information pour se rendre compte si ce qui a été déclaré dans une première phase est bien la réalité constatée dans le système d'information. Ces 2 étapes-là, et c'était l'ambition, elles sont sans reste à charge pour les PME de la région Île-de-France, puisque nous sommes un programme qui est subventionné par l'Europe et la région Île-de-France. Et à l'issue de ces diagnostics, ce qui se passe, ce n'est pas de la vente de services, c'est du test avant d'investir de services et de solutions. Ça permet à une entreprise de se rendre compte qu'elle est accompagnée par un expert personnifié, un membre de mon équipe, qui est là, qui la rencontre à des jalons fixés et qui va recommander à l'issue d'un diagnostic réel des solutions dont l'entreprise a vraiment besoin et qui seront mises en place en fonction de sa capacité à investir, à sa trésorerie disponible à l'instant T pour investir. Et à l'issue de cette phase de test de solutions et de services qui seront à des prix attractifs puisqu'ils sont inclus dans le programme CIBIA, on veut pérenniser le dispositif. Et donc là, ça fait partie de notre accompagnement sans reste à charge, de cartographier les dispositifs d'accompagnement financier disponibles pour lesquels on aidera l'entreprise à monter son dossier de financement pour pérenniser l'implémentation des solutions. Voilà en quelques mots ce qu'on cherche. Donc un vrai accompagnement et puis un accompagnement structuré, hein, parce qu'on a quand même il y a des entreprises qui accompagnent les PME parfois. Voilà, je disais, il y a un discours un peu trop technique ou qui n'est pas forcément lié au métier de l'entreprise. Et puis il y a des initiatives, je trouve intéressantes de vous avoir avec nous, Achille, aujourd'hui avec Sirius. Alors il est bien écrit, oui, je regarde, c'est bien le Y au bon endroit. Sirius, si comme cyber. Alors expliquez-nous vous votre rôle. Alors c'est de venir en complément d'offres techniques et de dire nous on est là pour sensibiliser, former les gens. Expliquez-nous, parce que c'est un point essentiel, hein, c'est le côté humain. Absolument, et je trouve ça très intéressant la discussion qu'on a là sur scène en ce moment, puisque nous c'est notre métier d'aller contre ce discours qui est souvent trop technique, qui est souvent qui fait peur à nos clients. Nous, notre métier, c'est de déployer ça à l'échelle de l'entreprise pour les collaborateurs, pour les équipes tout simplement, et leur faire comprendre que les gestes de bonne pratique au quotidien, finalement, ne sont pas si compliqués que ça. Et comme disait Nicolas, ça relève souvent du bon sens numérique. Et on est parfois aveuglé par ce sujet très évanescent, qui est peut-être comme de l'éther, comme ce que disait Anne-Sophie. Et en fait, c'est pas si compliqué. Et donc, nous, notre métier, c'est de tester les connaissances et les bonnes pratiques de ses collaborateurs et les accompagner pour protéger l'entreprise d'un point de vue concret. Pourquoi est-ce qu'on fait ça? Et j'aimerais bien revenir sur le risque concret que vous évoquiez au début de l'entretien. C'est aujourd'hui 75 à 80% des incidents réels constatés auprès des entreprises, des incidents cyber, proviennent d'une erreur humaine. Une erreur humaine, qu'est-ce que ça veut dire? Vous avez 2 typologies d'actions. Vous avez les actions externes, donc des criminels qui vont venir faire ce qu'on appelle de l'ingénierie sociale, qui vont venir manipuler mes équipes en interne, mes collaborateurs pour récupérer une information. Ça va être potentiellement un RIB bancaire, ça va être potentiellement des données que je vais pouvoir revendre. Et puis il y a aussi les erreurs en interne des collaborateurs. Il peut y avoir des comportements malveillants aussi, qui sont plus difficiles à capter, mais sinon des erreurs. Et donc que ce soit une menace qui soit externe ou interne, on est en nécessité absolument aujourd'hui, en tout cas toutes les PME, doivent se rendre compte de ce risque-là et former leurs collaborateurs simplement à l'existence de ce risque et aux bonnes pratiques pour, au quotidien, prendre les bonnes décisions. Ça va plus loin que la sensibilisation, hein, c'est vraiment la formation. Ce que vous proposez notamment avec Sirius. Absolument. Le gros avantage en fait de la cybersécurité, qui est aussi une caractéristique, c'est qu'on peut apprendre qu'en pratiquant, puisque c'est un sujet
qui souvent on a du mal à matérialiser. Et donc une très bonne manière de faire ça, c'est de la simulation de phishing, par exemple. Ça, c'est assez répandu dans les entreprises. Et typiquement ce qu'on propose à nos clients, qui sont des PME de toute taille sur tout domaine d'activité. Ça peut être des entreprises technologiques, mais pas que. On a des clients qui font de l'agroalimentaire, effectivement, des comptables, des avocats, des clients industriels. L'objectif, ça va être d'envoyer des faux emails de phishing, donc de hameçonnage, des faux emails frauduleux aux collaborateurs pour voir comment est-ce qu'ils réagissent et pour auditer leur propension à cliquer. Puisqu'aujourd'hui, 80% des menaces, dont les ransomware que mentionnait Nicolas, sont délivrées par email. Donc le gros du problème, il est là. Et qu'est-ce qu'on fait une fois qu'on a audité la propension à cliquer ? Je vous interromps juste un instant, avec grâce notamment à l'IA, enfin grâce à cause, pour coup, de l'IA générative, vous avez des mails qui sont de mieux en mieux faits. Hein. C'est terminé la faute d'orthographe, le logo qui n'est pas exactement bon. Là, on a des choses qui paraissent tout à fait, absolument. Tout à fait justes. On est loin des mails du prince nigérien qui vous demande un chèque. Aujourd'hui, depuis l'arrivée de l'IA générative, les incidents de phishing ont augmenté de 1200%. Ah oui. En termes de cyber, donc c'est quand même une vraie tendance à la hausse. Et en fait, les protections techniques n'arrivent pas à rattraper ce retard-là. Donc c'est toujours le jeu du chat et de la souris en sécurité. Mais en tout cas, ce qui est intéressant, c'est que là, en attendant qu'on développe des protections techniques qui soient suffisamment puissantes pour contrecarrer l'IA, donc l'IA contre l'IA, on est obligé d'investir dans de la formation pour que l'élément humain soit là pour nous protéger. Et comment est-ce qu'on fait nous ? Donc on envoie ces faux mails de phishing, on en tire les résultats et derrière on forme les employés en fonction de leurs actions. Et donc si vous cliquez sur un email, si vous renseignez vos identifiants sur les fausses pages de connexion qu'on envoie, c'est à ce moment-là qu'on va vous envoyer une formation en vous expliquant les étapes que vous auriez dû ne pas manquer pour ne pas vous faire avoir. Et c'est grâce à cet apprentissage par la pratique qu'on arrive à lier les bonnes pratiques d'hygiène numérique à quelque chose de très tangible et qui se retient. Nicolas Aubé, souvent ça n'est que du bon sens. Hein, alors il faut de l'investissement de la tech, mais une fois que tout ça est en place, qu'on pense avoir les bons antivirus, les bons anti-malware, enfin les bons outils de détection aussi, on se dit bon, a priori ça devrait être bon, voire même on passe par un clouder, quelqu'un on a fait appel à un prestataire de cloud, on se dit bon, c'est lui toutes mes données sont chez lui, tout est sécurisé, c'est bon, il y a rien à faire. Et voilà, et les failles sont souvent un peu du bon sens. Et je pense qu'il ne faut pas culpabiliser les salariés. Les salariés, en fait, qui vont cliquer là où il ne fallait pas cliquer. Surtout, le bon réflexe, c'est qu'ils doivent le dire. Ils doivent dire, OK, j'ai fait ça, qu'est-ce qui se passe ? Ils ne doivent pas cacher, en fait. Donc, ne culpabilisez pas les salariés. En fait, essayez effectivement de les former, bien sûr, à ne pas cliquer. Voilà, mais le jour où ils ont cliqué, il faut qu'ils le disent. Il faut qu'ils disent, voilà, j'ai fait ça. Parce que c'est très facile d'intervenir tout de suite. C'est plus compliqué d'intervenir si la chose a été cachée. Donc, je pense qu'il faut, il faut accompagner les salariés. Et puis, les dirigeants. Je pense que dans la salle, il y a beaucoup de dirigeants, dirigeantes d'entreprises. On est les premiers ciblés. C'est les dirigeants que les pirates vont cibler en premier. Il faut peut-être éviter de trop mettre de choses personnelles sur les réseaux sociaux. Si un dirigeant ou une dirigeante va mettre trop d'informations, après c'est facile pour les pirates de faire de l'ingénierie sociale, de comprendre des choses et d'essayer de tromper l'entourage ou l'entreprise ou le comité de direction ou le comptable ou je ne sais pas en fait pour faire des fraudes. Donc il faut faire attention aux réseaux sociaux et les dirigeants dirigeantes en fait on est souvent les premiers ciblés, donc faut être assez prudent là-dessus. Oui, puis il faut toujours être attentif aussi à son actualité. En ce moment, on vit des moments tragiques, que ce soit en Ukraine, soit au Proche-Orient. Se dire, tiens, si mon entreprise, quelqu'un dans la presse a vu que j'avais travaillé avec tel ou tel pays, on ne se rend pas compte. On se dit, oui, j'ai travaillé avec la Russie, j'ai travaillé avec un pays arabe ou avec Israël, et puis on ne se rend pas compte que quelqu'un a repéré cette info et puis va aller cibler. Donc, il faut vraiment être attentif à tout ce contexte. Aujourd'hui, Achille, c'est quoi quand on cherche à sensibiliser. Alors, oui, je voulais revenir un instant sur le côté sanctions, parce que moi j'ai vu une entreprise il y a 10 jours, industriel dans l'agroalimentaire, et lui me dit, moi, on en a eu marre, on a vraiment failli passer, ils ont eu des usines bloquées, ça a été un gros truc. Le patron, d'ailleurs, c'est un peu ce qui a fait nommer le nouveau DG, parce que justement le précédent n'avait pas mis assez l'accent là-dessus. Le nouveau DG est arrivé, lui, il avait été choqué aussi d'une précédente cyberattaque.
eux, ils ont été radicaux. Ils ont mis un permis à points pour tous les collaborateurs. Alors là, pour le coup, premier point perdu parce qu'on a fait... Alors, tous les 3-4 semaines, ils ont des semaines... Alors, ils font deux crises par an, enfin deux simulations de crise par an. Une pour le plan de reprise d'activité, une sur le plan de continuité d'activité, donc pour entraîner un peu les gens. Et après, ils font une campagne régulière de phishing toutes les 3-4 semaines. Voilà, ils testent un peu leurs salariés. Alors, le salarié qui se fait avoir la première fois, il a juste un rappel, on dit attention, on te rappelle un peu les règles qu'on avait envoyées sur un document. Attraper une deuxième fois, bien là, il doit assister à une formation en ligne. Alors, je ne sais plus quelle est la durée, mais en tout cas, il doit assister à cette formation en ligne. Troisième fois, il est convoqué carrément chez le responsable de la sécurité des systèmes d'information. Je rappelle, dans un groupe industriel qui donc là le sermonne bien. Et quatrième point perdu, donc quatrième fois qu'il s'est fait avoir, qu'il n'a pas été attentif, mais encore une fois, ça devient très compliqué de l'être à chaque fois. C'est carrément convoqué avec son chef de service, son DG, chez le DRH. Alors, et il me dit, ça y est, on en a déjà 2 qui sont allés jusqu'à ce stade-là. Ils n'ont pas quitté l'entreprise, mais ça a bien calmé tout le monde. Mais voilà, ça, c'est pas forcément la meilleure des méthodes, mais c'est sans doute des gens qui ont été très échaudés. En fait, je pense que ça dépend des contextes d'entreprise et des cultures en interne. J'aimerais avoir une réponse un petit peu nuancée par rapport à ce problème. Oui. Là, on ne parle pas d'une réponse et on ne parle pas d'un problème qui est trivial. Et la réponse, pareil, doit être mesurée en fonction de vos enjeux technologiques, en fonction de vos enjeux de sécurité et votre contexte aussi organisationnel. Moi, je le compare avec nos clients. On a des clients qui sont très sévères, qui annexent les chiffres de la formation, qui annexent le bonus de fin d'année à la bonne complétion des modules. Ça peut être une méthode un petit peu moins radicale que ça, mais quand même, on rentre déjà dans quelque chose d'assez tangible pour le salarié. On a vu qu'on pouvait bien obéir en 2020. Oui, donc on peut tout à fait. Moi, je pense que ça doit être personnalisé au contexte en interne. Ce qui est sûr, c'est qu'on est sur un triptyque qu'il faut développer chez les salariés, qui est celui de la connaissance des bonnes pratiques, ça c'est sûr. Ça suffit pas. Cette hygiène numérique. Ça, il faut l'avoir absolument, et même c'est un rôle à l'échelle du citoyen. C'est pas uniquement en tant que collaborateur. Anne-Sophie, vous le mentionniez, c'est personnel presque ces sujets-là. Il y a un enjeu de vigilance, c'est-à-dire que à tout moment je peux me faire avoir et en tout cas être visé par une attaque. Et le pirate lui ne prévient pas, donc il faut être vigilant. Mais il y a aussi un enjeu de responsabilisation. C'est moi que ça concerne en tant que salarié, ce n'est pas que mon DSI, ce n'est pas que mon responsable sécurité, et ce n'est pas que mon entreprise. En fait, j'ai une responsabilité vis-à-vis de mon employeur, de mes gestes numériques, et derrière, la réponse, encore une fois, doit être adaptée en fonction du contexte en interne. Et vous, juste pour venir un moment sur le métier de Sirius, donc c'est un cybercoach. Exactement. Vous intervenez comme ça en entreprise, donc à travers des questionnaires, même un accompagnement des entreprises. C'est ça, l'idée, c'est... Exactement. Ce qu'on propose, c'est une plateforme en ligne qui permet de former les collaborateurs, que ce soit de manière théorique avec ces modules automatiques, avec ces modules de Sirius, qui est le cybercoach des employés qui va venir régulièrement, plusieurs fois par mois, solliciter les collaborateurs pendant des conversations de 3 à 5 minutes pour venir leur enseigner les bonnes pratiques en sécurité, mais aussi par la pratique, avec notamment ces simulations de phishing. Ça, c'est la plateforme qu'on offre et qui est la plus automatisée possible, surtout pour des clients comme on a de PME qui n'ont pas de temps ni de ressources à consacrer. Et la sécurité, c'est un petit peu le parent pauvre en général de l'informatique et on n'a jamais assez de temps ni de ressources à y consacrer. Ce qu'on propose aussi, évidemment, vous l'avez mentionné, c'est un accompagnement, puisque là, on touche à quelque chose de très organisationnel, en fait, de culturel au sein des entreprises. La responsabilisation des salariés, ça ne se fait pas avec une plateforme uniquement en ligne, ça vient avec de l'accompagnement, avec de la communication pour faire comprendre et pour faire prendre conscience de ces enjeux-là et des conséquences très délétères qui peuvent en suivre. Anne-Sophie Colléo, vous conseillez aux entreprises de s'entraîner, alors selon les moyens de l'entreprise, il ne s'agit pas d'en faire chaque semaine, mais à la gestion de crise, se dire tiens, un jour, même une petite entreprise de 5, 10, 15, 20 personnes? Oui, je crois que la première des choses, des questions à se poser, c'est qu'est-ce que je veux protéger ? Quels sont les sujets? Si je les perds, je perds tout. On pourrait se poser la question d'un point de vue individuel aussi. Quels sont vraiment mes actifs les plus précieux qu'il faut que je mette de côté en cas de problème? Et ça, c'est la première. La gestion de crise, elle commence par se poser la question de l'analyse de son existant. Et se préparer, y a
moult façons de se préparer à la gestion de crise. Il y a effectivement des offreurs de services et de solutions. On en a dans le consortium Cibia qui propose également ce genre de services. Mais j'aime bien la notion de coach, parce qu'un coach, quand vous allez vous entraîner, faire du sport, parce que vous avez un défi sportif devant vous, il est à vos côtés. Il est là pour vous donner l'énergie quand vous avez besoin d'avoir ce petit coup de fouet, cette impulsion, parce qu'il ne fait pas beau et que vous n'avez pas envie de sortir pour aller courir. Mais il est aussi là pour vous dire c'est bien, il y a du progrès. Et ça, je crois que c'est vraiment quelque chose qui est essentiel, c'est d'avoir ce lien, cette incarnation et ce lien personnel sur sa montée en maturité. Et ça peut être le rôle aussi d'un opérateur, Nicolas? Oui, un opérateur comme Céleste va déjà fournir de l'infrastructure, de la fibre optique, du cloud, de la sécurisation des flux réseau. Et puis, c'est vrai qu'on a une filiale de cybersécurité qui va aller plus loin, faire des tests d'intrusion, faire de la protection. Voilà, il y a beaucoup de prestataires de services qui peuvent fournir ça, mais je crois que c'est vraiment au chef d'entreprise de se poser des questions sur l'état de l'informatique. Le recours à un assureur, parce qu'on assure son entreprise, bon, il faut le faire. Il faut maintenant assurer le risque cyber, même si c'est parfois compliqué. L'assureur, ce qui est bien, c'est qu'il va avoir un questionnaire où l'entreprise va s'auto-évaluer, généralement, en disant ce que je fais, ce que je ne fais pas. Et donc déjà, l'assureur va pouvoir envoyer une image à l'entreprise en disant vous êtes plutôt bien, ou vous êtes bof, moyen, attention. Donc l'assureur, ça va être un premier contrôle, mais finalement c'est un autocontrôle. C'est l'entreprise elle-même qui va faire un questionnaire. Voilà. Achille, sur ce rôle de l'assureur, je poserai la question à Anne-Sophie. Pareil, moi je pense que j'ai un avis qui est plutôt favorable dans le rôle de ces assureurs cyber. Je pense que c'est à chaque entreprise de se poser la question. J'aime bien la notion de risque résiduel, et c'est ça que couvre une assurance en fait. C'est à quel point, si tout devait aller mal, je peux vraiment me permettre, et Anne-Sophie disait, une fois que j'ai identifié mes actifs sensibles, de tout perdre. Et c'est un petit peu l'arbitrage qu'on doit faire en tant qu'entreprise. Est-ce que je suis prêt à courir le risque ou non? Est-ce que j'estime que j'investis suffisamment en amont dans ma sécurité pour pouvoir me prémunir de cette assurance-là? Ça demande de l'éducation, ça demande de s'intéresser aussi à ce sujet-là en tant que dirigeant d'entreprise. Et là, je ne peux qu'aller dans le sens de Nicolas, de s'éduquer en tant que chef d'entreprise. Anne-Sophie, sur ce rôle des assureurs? Les assureurs, nous, dans notre démarche, par exemple, Mon Aide Cyber, on propose aux assureurs, aux avocats, à tous ceux finalement qui vont être en lien avec les entreprises à des étapes clés de leur développement ou de leur vie, d'être aussi des formateurs à Mon Aide Cyber. Donc potentiellement, ce sont ceux qui vont opérer ce diagnostic qui dure 1h30 à 2 heures auprès du patron d'entreprise, celui qui détient les cordons de la bourse, le prestataire informatique si la sécurisation du parc informatique a été assurée par un prestataire extérieur, ou et la personne en charge de l'IT en interne. Et ça peut tout à fait, après une formation que l'on dispense, être délégué à un assureur, un avocat, un expert comptable. Donc tout à fait, on les intègre dans notre parcours. Il nous reste encore 5 minutes. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? N'hésitez pas à vous manifester. Oui, attendez, hop, tenez, voilà, on arrive. Merci beaucoup. Bonjour, je m'appelle Marc Botterel, je suis le référent national cybersécurité de la CPME. Donc, je vous ai écouté avec attention puisque je suis souvent à votre place sur scène. Un des éléments que vous avez évoqué qui me semble important, puisque je l'ai partagé, ou en tout cas j'ai récupéré l'information aussi, et je la partage, comme vous l'aviez dit, Anne-Sophie, avec les agents régionaux de l'ANSSI, et également avec le coordinateur national cyber. Aujourd'hui, on arrive un petit peu au bout de la sensibilisation des chefs d'entreprise. Je ne remets pas en cause le fait qu'il faut sensibiliser annuellement, au moins une fois par an, les employés. C'est important, c'est le premier rempart. Mais ce qui marche le mieux aujourd'hui, pour déclencher le besoin ou l'envie de se sécuriser, c'est, de la part des gens, une fois encore, les retours que j'ai, c'est les exercices de gestion de crise managériale. Vous mettez les gens autour d'une table, c'est lundi matin, il n'y a plus rien qui fonctionne, vous faites comment? Et là, il y a une prise de conscience des chefs d'entreprise que l'outil informatique est essentiel à leur activité. Les sensibiliser, c'est oui, je prends l'information, mais après, il ne se passe pas grand-chose. Voilà, donc je voulais juste rajouter ce commentaire. Pour terminer sur la partie sensibilisation, je suis aussi en train, au nom de la CPME, à travailler avec le gouvernement pour faire en sorte que les formations et les sensibilisations soient prises en charge par les OPCO, même si ce n'est pas certifiant, parce que c'est une question de sécurité de l'économie nationale. Voilà.
Merci. Et moi, je conseille toujours aussi, si vous avez dans votre entourage quelqu'un qui a été cyberattaqué, de l'emmener dans votre entreprise et qu'il parle aux dirigeants. Enfin, ça, c'est le meilleur exemple que j'ai pu voir, même dans des très grandes entreprises. Question suivante. Bonjour à toutes et à tous. Jean-Joseph Batardière, délégué général de la CPME en Pays de la Loire. Juste parce qu'on a une action dans notre territoire sur cette thématique-là, juste pour rappeler peut-être les chiffres clés que vous avez peut-être fait au départ. Le chiffre d'affaires de la cybercriminalité au monde, c'est 6 000 milliards de dollars. C'est 10 fois les stupes. Et on n'est qu'au début. C'est juste pour que tout le monde prenne conscience de ce dont on parle. Vous parliez tout à l'heure d'économie souterraine. On a des réseaux qui sont structurés, etc. Je n'ai pas entendu parler de la règle du 3-2-1. Donc j'aimerais bien que vous puissiez en parler règle, pardon, du 3-2-1. 3 supports, 2 technos, 1 hors site. Donc en tout cas, c'est des informations qu'on donne avec l'ANSSI dans les territoires. C'est des recommandations qu'on donne à tout le monde. Je n'ai pas forcément entendu aussi parler de la recommandation que nous on donne aux chefs d'entreprise. En fait, la question c'est pas est-ce que vous allez être hacké ou pas, c'est plutôt combien de temps vous allez mettre à repartir. Est-ce que vous voulez repartir dans les 2 heures? Est-ce que vous voulez repartir dans les 24 heures? Est-ce que vous allez repartir dans la semaine, etc. Moi, j'ai un disque dur. Tous les lundis matins, je fais ma synchronisation, je le range dans un tiroir et je sais que j'ai pas besoin d'avoir ces données-là, même si je scratch une semaine, c'est pas grave. Mais ça, c'est par rapport à mon métier à moi. Donc la question, c'est comment je repars. Et puis là, on est très focus entreprise. La plupart des exemples de cybercriminalité que j'ai dans mon territoire, ça passe par des prestataires. Vous avez une maintenance informatique avec votre imprimante. Il passe par le sous-traitant imprimante. Vous êtes collé avec... vous allez être sur un rail dans une société qui va héberger toutes vos données. Vous êtes ciblé sur le même rail que tout le monde et vous tombez. C'est arrivé quand il y a des gens qui tombent par corrélaire avec des hôpitaux. Donc voilà, la question des prestataires, elle est centrale parce que ça passe souvent aussi par les prestataires. Vous avez fait beaucoup de focus sur les salariés. Mais les salariés, c'est bien et il faut voir les prestataires. Et puis rappeler quand même à tout le monde que les assureurs ne couvrent plus les risques cyber dans les entreprises. On est dans des contrats qui vont être spécifiques. Et aujourd'hui, ça, il faut que les gens comprennent qu'il va falloir se protéger sur le risque cyber comme on s'est protégé sur beaucoup de choses. Quand j'ai un prestataire sur le risque cyber, il me dit mais lorsque vous avez une assurance sur une assurance voiture, ça va être du même risque que ça. Il faut que les gens comprennent que le risque cyber, il faut s'assurer spécifiquement sur ça. Si vous pensez que vous êtes couvert avec votre contrat spécifique, ce n'est pas le cas. Alors, réponse rapide. Je suis désolé, ça fait beaucoup de questions, mais parce que j'ai beaucoup noté de choses sur votre intervention. Anne-Sophie, en 2 mots, après, les prestataires. Alors les prestataires, oui. Il y a de nombreux secteurs d'activité où en plus des prestataires se retrouvent en situation monopolistique. On prend l'exemple d'un focus que nous on fait sur Cybia sur la santé. Vous prenez une pharmacie, le logiciel qui va gérer le classement des médicaments. 3/4 des pharmacies vont utiliser le même. Si ce logiciel-là tombe, c'est toutes les pharmacies qui tombent. Donc oui, c'est un risque qu'on adresse particulièrement dans le cadre de Cybia, de faire un focus sur les ESN. Et de l'aborder sous cet angle-là, que ce soit pour PME ou collectivité territoriale d'ailleurs, puisque c'est aussi notre champ de compétences. Je passe à la question suivante. Nicolas. Oui, je pense que vous avez cité plein d'exemples intéressants. Je crois aussi que la cybersécurité, la sécurité informatique, c'est aussi du business. Faut se dire... C'est l'image de mon entreprise. L'entreprise, en fait, en ayant une bonne pratique de cybersécurité, s'il y a des contrôles de badge pour les visiteurs, si le réseau Wi-Fi, on voit que c'est un réseau visiteur, si dans mes contrats clients, je prouve que je mets en place des choses, ça rassure les clients. Et ça apporte des marchés, avec des grands comptes. Donc la sécurité, c'est une façon de faire du business. Il faut voir ça comme ça aussi. Ça va développer l'entreprise. Donc, c'est pas uniquement réagir aux menaces, c'est aussi développer mon entreprise. Un dernier mot, Achille, on va conclure ici. Oui, simplement sur la question des prestataires, je ne peux être que d'accord avec vous. Et en fait, il faut aussi former les salariés, notamment des prestataires, puisque les chiffres d'attaque qui concernent les salariés concernent aussi les prestataires. Et très souvent, ça passe par là. Donc, effectivement, il faut protéger tous les maillons de la chaîne. Et on revient sur cette question holistique à l'échelle de la société, en fait, qui dépasse celui individuellement de l'entreprise. Il faut qu'on soit tous préoccupés par ce sujet et formés.
Merci, on peut applaudir voilà, nos intervenants. Merci aussi pour les membres des CPME d'être intervenus. D'ailleurs, on va continuer à parler cybersécurité dans un autre atelier vers lequel je vais. Merci encore Anne-Sophie, merci Nicolas et Achille d'être venus témoigner. Et puis, excellente suite dans cette journée Impact PME. Bonjour, bienvenue. Donc on va démarrer cette conférence sur les bonnes pratiques pour réduire les risques de cyberattaque. Vous savez qu'aujourd'hui, c'est quand même l'une des priorités dans toutes les entreprises, qu'on soit un grand compte, une TPE, une PME, mais justement encore plus, je pense, pour les plus petites entreprises, parce que les grandes, elles ont des services, des RSSI, elles sont déjà assez accompagnées, même si elles sont le zéro risque n'existe pas. Et on va en parler avec nos experts que je vous présente tout de suite. Donc Anne-Sophie Coléo, pardon, que je prononce bien, c'est bien ça. Bonjour Anne-Sophie, merci d'être avec nous. Vous êtes directrice de Cibia, alors on va revenir dessus dans un instant. Et vous travaillez notamment, vous travaillez notamment au sein du campus cyber qui est à La Défense. Je ne sais pas si vous connaissez cette initiative qui a été montée il y a quelques années par Michel Vandenberg, donc, qui avait monté une entreprise rachetée par Orange. Il a monté Orange Cyberdéfense et le campus cyber. C'est un endroit, c'est un immeuble physiquement qui est à La Défense, où à l'intérieur duquel se trouve tout un tas d'entreprises, des startups, des grands comptes, des entreprises clientes aussi, et qui partagent. Alors chacun travaille dans ses domaines de prédilection, mais ce qui est commun à tout cet immeuble, c'est que tout le monde travaille sur la cyber. Et du coup, il y a beaucoup de choses qui sont. Les gens se croisent, travaillent ensemble. Donc c'est vraiment notre pôle cyber est centré là. Et puis il y en a un qui a ouvert à Lille. Je crois que c'est Lille et puis un autre en Bretagne. Enfin, le but est d'essaimer comme ça des campus cyber un peu partout un peu partout, dans les grandes agglomérations du territoire. Avec nous également Nicolas Aubé, bonjour. Bonjour Frédéric. Nicolas, merci d'être avec nous. Donc, président de Céleste. Céleste est un opérateur présent partout en France. C'est 700 personnes aujourd'hui ? Oui, c'est ça. C'est 700 personnes. Clients, 700 personnes. Et qui existe, j'ai retenu, depuis 22 ans déjà, oui. comme le temps passe. Et avec nous également Achille Morin-Lemoine, donc CEO de Sirius. Bonjour. Bonjour Frédéric. Achille, merci d'être avec nous. Alors, qui existe depuis moins longtemps que Céleste, mais on espère longue vie en tout cas à Sirius. Mais c'est bien parti. Sirius était une entreprise qui était hébergée il y a encore 2 ans ou 1 an. 1 an, oui. 1 an ici à Station F et qui maintenant, ça y est, prend son envol. Et on reviendra évidemment sur le métier de Sirius qui accompagne justement les PME, une sorte de coach cyber, et on sait qu'on en a bien besoin aujourd'hui. Juste un premier tour de table pour faire un petit état des lieux, dire pourquoi. Alors sans créer sans parler de crise, vouloir créer un climat anxiogène, mais pourquoi il y a urgence aujourd'hui pour les PME de s'intéresser, de placer la cyber, même si on est dans un domaine, on fabrique des meubles, même si on a un domaine qui n'est pas du tout technologique, pourquoi ça devient à tout prix une priorité aujourd'hui cette cyberdéfense, Anne-Sophie? Bien, bonjour à tous. Une priorité, pas seulement pour les plus petits, c'est une priorité pour tous, la cybersécurité. Avoir des bonnes règles d'hygiène numérique, je pense que ça fait partie de notre quotidien à chacun. L'une des raisons, je ne sais pas si on va en parler tout à l'heure, il y a des règles qui s'imposent et qui vont venir, notamment NIS 2, un règlement européen qui va s'imposer à tout fournisseur sous-traitant d'entreprises dites importantes ou essentielles pour l'économie de la nation. Et pour monter en compétences et se cybersécuriser, il y a beaucoup de problèmes. Je pense qu'on y reviendra tout à l'heure sur le pourquoi est-ce que les plus petits manquent de moyens financiers, humains, expertise technique pour le faire. Quelques chiffres. Je laisserai la place aux experts en cybersécurité plus pour préciser ça. Moi, j'aime bien donner quelques chiffres pour l'ampleur du problème. 50% des PME aujourd'hui qui se sont fait attaquer déposent le bilan dans les 18 mois qui suivent. Ça, c'est une réalité économique. Et l'impact d'une attaque aujourd'hui, d'ordre cyber, elle est à peu près de 120 000 €, estiment les assureurs, en termes de coûts financiers d'une cyberattaque. Donc l'investissement dans sa cybersécurité, c'est un moyen aussi de se prémunir derrière de grosses défaillances économiques pour sa structure. Et donc, c'est des risques qui existent très concrètement. Nicolas, si on faisait un petit peu... C'est quoi les types d'attaques? Alors, on entend beaucoup parler de ransomware, on entend parler de déni de service. Ça veut dire quoi si on prend les principales attaques aujourd'hui? Je crois qu'aujourd'hui, les entreprises font face à une délinquance, une nouvelle délinquance. Cette délinquance, elle est cyber, c'est-à-dire qu'elle arrive de partout dans le monde. Avant, pour braquer quelqu'un, il fallait venir, il fallait, se déplacer. Aujourd'hui, on peut le faire à distance. Donc, c'est la délinquance.
c'est en augmentation. Voilà, nous, on voit, en fait, on équipe 20 000 entreprises et on voit en fait que ça augmente, ces attaques augmentent. Donc, que ce soit des entreprises de toute taille, en fait, privées, publiques. On a dans la presse des hôpitaux, des collectivités qui sont ciblées. Mais finalement, en fait, ils ne sont pas ciblés. Tout le monde est ciblé. On jette un filet, puis on voit ce qui remonte. Les délinquants, on va dire, ils attaquent n'importe qui en masse, et puis ils regardent ce qu'ils peuvent trouver. Donc, c'est quoi les principales attaques? Donc, l'attaque ce qu'on voit vraiment aujourd'hui qui fait très mal, c'est le chiffrement des données de l'entreprise, donc pour de la rançon. Donc en fait, un mail va être envoyé à des gens au hasard, et quelqu'un dans l'entreprise va cliquer sur quelque chose, sur un mail, parce qu'il est mal fait, enfin il est bien fait justement, mais il va être trompeur. Et donc ce mail va installer un petit logiciel qui va se développer dans le réseau, qui va pouvoir peut-être progresser et infecter différents postes, et voire infecter les données de l'entreprise. Et puis d'un coup, en fait, à un moment donné, ça va être déclenché par un délinquant, un pirate à distance, qui va chiffrer les données. Et après, il va demander une rançon à l'entreprise. Et ça, en fait, c'est pas un phénomène isolé, c'est vraiment un phénomène qui se produit énormément. Donc ça, c'est une menace vraiment très concrète à laquelle font face beaucoup d'entreprises. Et il y en a beaucoup qui payent, il y en a qui ne payent pas et qui reconstruisent leurs données. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que si ça dure pendant longtemps, si l'infection elle est pendant longtemps, en fait, les sauvegardes aussi peuvent être aussi infectées, et ce qui fait que ça peut être très compliqué pour l'entreprise. Puis on rappelle qu'il y avait un rôle parfois ambigu des assureurs qui remboursaient la rançon qu'on pouvait payer, donc ça baisse un peu, surtout que pour avoir, vous avez certainement des exemples, mais vous avez souvent un pirate qui au début demande 500 000 euros, et puis finalement ça finit à 10-12 000 euros, et là le patron de PME il est bien content de payer ces 10-12 000 euros sans être sûr de récupérer ces datas. Donc là, en exemple, il y a un des départements avec qu'on connaît très bien, un gros département de l'Île-de-France qui a été attaqué, ses services ont été bloqués pendant des semaines à cause de ça. Je connais un architecte aussi, il a perdu tous ses dossiers, tous ses plans, il n'a jamais pu les récupérer. On a un groupement d'écoles en fait que je connais bien, qui ont été bloqués pendant des semaines et des semaines. Ils n'ont pas pu fournir le service administratif aux gens, aux apprenants. Donc vraiment, c'est tous les secteurs, voilà. Ça c'est une des attaques. Il y en a d'autres. Hein. Il y a par exemple l'attaque aussi par déni de service. Donc ça, c'est un peu plus pointu. C'est un pirate qui va faire tomber un site web ou tomber une installation. Pourquoi ? C'est pour la gloire, ou c'est pour des raisons peut-être politiques, ou c'est aussi pour fragiliser une entreprise, pour pouvoir essayer de l'attaquer par ailleurs. Donc ça, c'est une attaque aussi importante. On a aussi les fraudes au président, les faux relevés d'identité bancaire. Aujourd'hui, les virements inter-entreprises ne sont pas sécurisés. On ne sait pas, en fait, aujourd'hui, à qui on verse de l'argent. Demain, peut-être avec on va dire le Web3, avec la crypto, on saura, mais c'est un avantage des crypto-monnaies. Mais aujourd'hui, avec l'argent normal, on ne sait pas. En fait, si vous avez un RIB, on ne sait pas à qui il appartient, on ne peut pas vérifier. Même s'il y a des prestataires qui existent, qui commencent à proposer ce service, les transactions financières ne sont pas sécurisées. Il suffit de changer un RIB pour envoyer un virement vers n'importe qui. Et donc, ça, c'est de la fraude, en fait. C'est de la fraude, et ça existe dans le quotidien des PME. Et puis, donc il y a plusieurs types d'attaques. Et puis, Achille, il faut voir aussi que côté pirate, alors Nicolas disait c'est de la délinquance, mais c'est de la délinquance très bien organisée. Hein. Il y a même, il y a un service après-vente du pirate qui va même aller jusqu'à rappeler l'entreprise piratée pour voir si la sauvegarde, la restauration se passe bien. Hein. On en est à ce niveau-là aujourd'hui. Hein. Absolument, surtout au niveau des PME, je trouve ça important de rappeler qu'on est loin du cliché du pirate informatique qui est un adolescent dans sa chambre avec sa capuche. Aujourd'hui, on a affaire à des réseaux de criminels qui sont très bien organisés, qui le font pour une bonne raison, c'est que c'est rentable. Et comme vous le mentionniez, c'est très facile aujourd'hui d'accéder aux données d'une entreprise, puisque dans la masse et dans les filets qu'on lance, il y a bien une ou deux entreprises qui vont céder, qui vont céder aux pirates. Donc effectivement, on se retrouve avec une criminalité qui s'est vraiment professionnalisée et qui est très facile d'accès.
avec même des pirates qui revendent à d'autres pirates des manières de rentrer dans il y a des places de marché, on peut aller acheter un type de virus, et puis si on est pas forcément un surdoué de l'informatique, mais voilà, on a des modes d'emploi, et puis on achète ça. Eux-mêmes ont du service après-vente aussi derrière. Enfin, il y a tout un ensemble de choses. Donc, raison de plus donc, pour s'y intéresser. Juste un mot, Nicolas. Donc, la première chose quand même, c'est l'infrastructure, quoi. On va pas descendre dans les détails techniques, mais avant tout, et on va reparler sensibilisation, organisation, parce que vous allez voir que souvent, se prémunir, c'est juste du bon sens, mais il y a quand même un peu d'investissement de départ, hein, Nicolas. Oui, parce que en fait, ça fait un peu peur. On se dit, mais les pirates, ils sont plus forts que moi, ils sont ailleurs, je ne les connais pas, j'y connais rien, je comprends rien à l'informatique. Bon, ok. Mais je veux dire, il faut revenir aux bases. En fait, quand vous avez une maison, comment on va protéger sa maison ? Protéger la porte, on va protéger les fenêtres, on va mettre des volets, on va mettre des alarmes, on va mettre des caméras. Voilà, ça c'est on va dire la base. Et c'est pareil pour les données numériques. En fait, qu'est-ce qu'on peut faire en fait ? Je pense que déjà, effectivement, d'avoir une infrastructure numérique de base solide, c'est important. Donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire avoir une bonne connexion, c'est mettre ces données dans un endroit en fait adapté pour ça. Aujourd'hui, en fait, de garder ces données dans les serveurs informatiques de l'entreprise, ça devient dangereux. En fait, ça devient dangereux. Il y a des prestataires informatiques, des spécialistes qui font ça, qui peuvent conserver vos données dans un endroit qui va être plus sécurisé, qui sont des spécialistes de la conservation des données. Donc les conserver vous-même, c'est comme si vous aviez chez vous des lingots d'or. Oui, ok, mais bon, c'est peut-être moins sûr qu'à la banque. Donc mettre ces données en lieu sûr. Il y a des mesures de prévention qui sont importantes, c'est séparer les utilisateurs des données. En fait, les utilisateurs, c'est les salariés de l'entreprise. Ils peuvent être dans les locaux ou ils peuvent être aussi à distance, en télétravail ou sur la route pour les gens qui sont des travailleurs itinérants. Et donc, avoir des réseaux bien séparés, donc il faut vous dire que les salariés, sur le réseau des collaborateurs, collaboratrices, il ne faut pas le considérer comme un réseau sécurisé. On peut avoir quelqu'un qui va cliquer sur un mail frauduleux sans le vouloir. Il va rentrer un logiciel dans l'entreprise sans qu'on le veuille. Donc, il faut séparer les données du réseau des salariés. Et ce qui marche très bien aujourd'hui, c'est, en fait, vous connaissez l'authentification double facteur. C'est ce qu'on a pour la banque, par exemple. Vous avez, en fait, quand vous allez sur le site de la banque, il vous demande de confirmer le mot de passe par votre téléphone, en gros, ou par une carte. Bon, c'est pareil pour les données d'entreprise. On peut mettre ce système en place. Ça s'appelle l'authentification double facteur. Donc, il faut à la fois qu'on connaisse un mot de passe pour accéder aux données, mais en plus qu'on confirme avec son téléphone. C'est très simple à mettre en place aujourd'hui et c'est très efficace. Aujourd'hui, un mot de passe, même s'il est compliqué, ça ne suffit pas pour protéger des données. En fait, vos données d'entreprise, mettez en place une authentification double facteur avec le téléphone. Voilà, ça c'est important. Et puis aussi, quelque chose de simple, c'est filtrer l'accès à Internet. Aujourd'hui, vous ouvrez le robinet d'eau chez vous, l'eau elle est filtrée. Vous n'avez pas des virus, vous n'avez pas des maladies dans l'eau du robinet. C'est pareil sur Internet. Sur Internet, il y a des virus qui circulent, il y a des maladies qui circulent sur Internet. Il faut tout simplement les filtrer. Et pour ça, il y a des outils très simples qui existent, des filtrages d'Internet que vous pouvez installer vous-même ou faire installer par votre opérateur, comme Céleste par exemple. Mais tous les opérateurs peuvent fournir ça. Donc vous avez en fait des outils qui permettent de contrôler, de filtrer, d'enlever en fait la plupart des choses mauvaises qui circulent sur Internet pour avoir un Internet propre. Donc ça, c'est des mesures simples. Pour être très concret, on est de quel ordre de prix là dans tout ça ? Est-ce que on est dans les quelques milliers d'euros, les dizaines de milliers d'euros ou les centaines ? Alors évidemment, ça dépend de la taille de l'entreprise, mais globalement. Je pense quand même que, la fibre optique, ces outils-là, et même les ordinateurs. Les ordinateurs, il faut avoir des ordinateurs récents. Je veux dire, homogènes, un parc. Il faut renouveler son parc informatique, avoir des ordinateurs récents, mis à jour, homogènes. Oui, ça coûte de l'argent. Je pense qu'il faut se dire que l'informatique, c'est incontournable et il faut investir dans l'informatique. Je pense que les entreprises aujourd'hui n'investissent pas assez dans l'informatique, dans le numérique en général. C'est les ordinateurs, c'est les infrastructures numériques, les prestataires de services, c'est également les logiciels, d'avoir des logiciels à jour.
Il faut avoir un budget informatique. Moi, je pense que les entreprises n'investissent pas assez. Et c'est notre responsabilité à tous. Voilà, on est chef d'entreprise. On doit investir dans l'informatique. Parce que l'informatique, c'est le numérique, c'est la façon de faire du business demain. Le numérique, c'est nos clients, c'est nos données, c'est nos salariés qui vont travailler sur le numérique. Donc si on n'investit pas, si on a un outil de production préhistorique, eh bien, c'est risqué. On va se faire attaquer un jour. Voilà. Moi, je voudrais un peu tirer une sonnette d'alarme. Les entreprises n'investissent pas. On est un peu à l'an zéro de la sécurité informatique. Il faut s'y mettre. Il faut y aller. Et puis alors, tout le monde est en train de bouger. Ce soit alors, les PME, les entreprises, il faut bouger encore plus rapidement. Il faut le dire. Les opérateurs bougent. Et puis Anne-Sophie, ça y est, il y a enfin des offres qui s'intéressent beaucoup plus, qui s'intéressent vraiment, qui ciblent les PME, parce que le souci que l'on avait aujourd'hui, c'est qu'on était, en étant une PME, on avait un discours très technique face à soi. Enfin voilà, on comprenait pas tout, on passait par un prestataire informatique, voire certaines leur expert comptable qui va les mettre en contact avec quelqu'un d'autre. Et vous, au sein de Campus Cyber, vous avez travaillé sur l'offre que vous dirigez, qui s'appelle CIBIA, c'est Cyber IA comme intelligence artificielle hub. Alors, racontez-nous un peu la mission de cette offre, d'accompagner davantage les PME vers une cyber plus efficace. Oui, alors cyber, intelligence artificielle hub, parce que dans l'évolution des menaces, on a également l'intelligence artificielle. Nul ne sait prédire aujourd'hui ce que seront les menaces cyber générées par l'intelligence artificielle dans 2 ans, 3 ans. Et ça nécessitera de la part des offreurs de services de cybersécurité également une évolution de leur offre. Le vrai problème, je partage partiellement votre point de vue sur le non-investissement dans l'informatique par les chefs d'entreprise. Pourquoi ? Parce que je pense qu'on présente trop souvent la cybersécurité sous l'angle du « attention, warning, si vous ne le faites pas, il va vous arriver la pire des choses ». Et je ne crois pas, en générant de l'anxiété, encore plus sur un sujet qu'on ne maîtrise pas parce qu'il nous apparaît intangible, c'est de l'éther, la cybersécurité, c'est quelque chose qu'on ne peut pas palper, qu'on ne voit pas à la fin du mois sur des tableaux Excel ou sur des fiches de paye. Donc c'est très difficile de quantifier l'effort qui est nécessaire là-dedans. Le campus cyber s'est vu confier une mission PME par le ministre Barrot en début 2023. Le rapport a été remis il y a quelques semaines pour justement comprendre pourquoi les PME n'investissaient pas dans la cybersécurité. Beaucoup de raisons. Le manque de moyens humains, le manque de moyens financiers immédiats, donc la trésorerie disponible pour investir directement dans des solutions, des services. Le fait que la technicité, lorsqu'on est une entreprise qui fabrique de l'agroalimentaire, la cybersécurité, ça paraît loin de son cœur de métier. Donc, pourquoi s'intéresser à quelque chose qui est aussi loin de ce qu'on a à faire dans tous les jours dans son core business ? Et puis, il y a aussi par où prendre le problème au final. Je commence par quoi ? Je commence par de la sensibilisation, investir dans des solutions toutes clés en main. Mais du coup, qui est-ce qui va m'installer la solution ? Qui est-ce qui va la manager ? Qui est-ce qui va assurer sa maintenance ? Est-ce que je dois faire appel à un prestataire qui va le faire pour moi ? Est-ce que je peux lui faire confiance à ce prestataire parce qu'il va faire tout pour moi et finalement, je lui fais une confiance aveugle ? Et souvent, il y a ce qu'on appelle, ce qui est revenu, c'est le syndrome du garagiste. C'est le jour où j'ai un problème, où je suis en panne, j'espère que la personne en qui j'ai confiance, elle sera disponible et c'est elle qui répondra à mon appel. Parce que sinon, on va me vendre des choses dont je n'ai peut-être pas forcément besoin et que de toute façon, je suis en incapacité de comprendre. Donc, il y a cette défiance vis-à-vis de la cybersécurité parce que c'est trop compliqué, c'est pas accessible. Le problème, il se situe aussi du côté des offreurs. Pour être en capacité d'adresser un marché de PME, et en tout cas c'est le triptyque que je souhaite porter avec CIBIA, c'est de pouvoir générer une offre de proximité, de confiance et en neutralité. Les offres qui sont portées par des prestataires privés, souvent il y a aussi ce risque est-ce que c'est réellement ce dont j'ai besoin qu'on veut me vendre ? Et donc, le deuxième problème qu'il y a pour les offreurs, c'est aussi comment est-ce que j'adresse un marché de PME aujourd'hui ? Je dois déployer une force de prospection commerciale, ce qui me coûte à moi de l'argent d'aller chercher ce marché, d'aller le démarcher. Et je suis dans la capacité de sortir du coup un produit à un tarif qui est acceptable à dépenser tous les mois. Donc, la défaillance de ce marché entre les offreurs qui ne peuvent pas aller démarcher une par une de manière spécifique les PME et les PME qui
dans le meilleur des cas, elles ont conscience d'avoir un souci et besoin d'investir en cyber, mais ne savent pas par où prendre le problème. Dans le pire des cas, elles ne savent même pas qu'elles ont un problème. Cette défaillance du marché, elle est adressée aujourd'hui par un projet EDIH comme Cibia. Et donc, en quelques mots, parce que je ne vais pas monopoliser la parole, le parcours que l'on propose, il est décomposé en 4 étapes. Et la première, c'est de se dire, il faut embarquer. Embarquer, ça commence par se dire, on évalue la maturité. La maturité, donc un questionnaire d'organisation interne qui prend 15-20 minutes et un scan de surface externe qui permet de savoir voilà, quels sont vos gros points faibles. De cette évaluation de la maturité, 2 parcours possibles. Un premier parcours de diagnostic Mon-Aide Cyber, qui est une expérimentation de l'ANSSI, qui permet pour les moins matures d'avoir 6 actions prioritaires à horizon 6 mois implémentées. Et c'est vraiment un accompagnement resserré avec des jalons, avec des rendez-vous pris. Ou alors pour les bénéficiaires de notre accompagnement les plus matures, un diagnostic en plusieurs jours, lui pour le coup intrusif dans le système d'information pour se rendre compte si ce qui a été déclaré dans une première phase est bien la réalité constatée dans le système d'information. Ces 2 étapes-là, et c'était l'ambition, elles sont sans reste à charge pour les PME de la région Île-de-France, puisque nous sommes un programme qui est subventionné par l'Europe et la région Île-de-France. Et à l'issue de cette diagnostic, ce qui se passe, ce n'est pas de la vente de services, c'est du test avant d'investir de services et de solutions. Ça permet à une entreprise de se rendre compte qu'elle est accompagnée par un expert personnifié, un membre de mon équipe, qui est là, qui la rencontre à des jalons fixés et qui va recommander à l'issue d'un diagnostic réel des solutions dont l'entreprise a vraiment besoin et qui seront mises en place en fonction de sa capacité à investir, à sa trésorerie disponible à l'instant T pour investir. Et à l'issue de cette phase de test de solutions et de services qui seront à des prix attractifs puisqu'ils sont inclus dans le programme Cibia, on veut pérenniser le dispositif. Et donc là, ça fait partie de notre accompagnement sans reste à charge, de cartographier les dispositifs d'accompagnement financier disponibles pour lesquels on aidera l'entreprise à monter son dossier de financement pour pérenniser l'implémentation des solutions. Voilà en quelques mots ce qu'on cherche. Donc un vrai accompagnement et puis un accompagnement structuré, hein, parce qu'on a quand même il y a des entreprises qui accompagnent les PME parfois. Voilà, je disais, il y a un discours un peu trop technique ou qui n'est pas forcément lié au métier de l'entreprise. Et puis il y a des initiatives, je trouve intéressantes de vous avoir avec nous, Achille, aujourd'hui avec Sirius. Alors il est bien écrit, oui, je regarde, c'est bien le Y au bon endroit. Sirius, si comme cyber. Alors expliquez-nous vous votre rôle. Alors c'est de venir en complément d'offres techniques et de dire nous on est là pour sensibiliser, former les gens. Expliquez-nous, parce que c'est un point essentiel, hein, c'est le côté humain. Absolument, et je trouve ça très intéressant la discussion qu'on a là sur scène en ce moment, puisque nous c'est notre métier d'aller contre ce discours qui est souvent trop technique, qui est souvent qui fait peur à nos clients. Nous, notre métier, c'est de déployer ça à l'échelle de l'entreprise pour les collaborateurs, pour les équipes tout simplement, et leur faire comprendre que les gestes de bonne pratique au quotidien, finalement, ne sont pas si compliqués que ça. Et comme disait Nicolas, ça relève souvent du bon sens numérique. Et on est parfois aveuglé par ce sujet très évanescent, qui est peut-être comme de l'éther, comme ce que disait Anne-Sophie. Et en fait, c'est pas si compliqué. Et donc, nous, notre métier, c'est de tester les connaissances et les bonnes pratiques de ses collaborateurs et les accompagner pour protéger l'entreprise d'un point de vue concret. Pourquoi est-ce qu'on fait ça? Et j'aimerais bien revenir sur le risque concret que vous évoquiez au début de l'entretien. C'est aujourd'hui 75 à 80% des incidents réels constatés auprès des entreprises, des incidents cyber, proviennent d'une erreur humaine. Une erreur humaine, qu'est-ce que ça veut dire? Vous avez 2 typologies d'actions. Vous avez les actions externes, donc des criminels qui vont venir faire ce qu'on appelle de l'ingénierie sociale, qui vont venir manipuler mes équipes en interne, mes collaborateurs pour récupérer une information. Ça va être potentiellement un RIB bancaire, ça va être potentiellement des données que je vais pouvoir revendre. Et puis il y a aussi les erreurs en interne des collaborateurs. Il peut y avoir des comportements malveillants aussi, qui sont plus difficiles à capter, mais sinon des erreurs. Et donc que ce soit une menace qui soit externe ou interne, on est en nécessité absolument aujourd'hui, en tout cas toutes les PME, doivent se rendre compte de ce risque-là et former leurs collaborateurs simplement à l'existence de ce risque et aux bonnes pratiques pour, au quotidien, prendre les bonnes décisions. Ça va plus loin que la sensibilisation, hein, c'est vraiment la formation. Ce que vous proposez notamment avec Sirius. Absolument. Le gros avantage en fait de la cybersécurité, qui est aussi une caractéristique, c'est qu'on peut apprendre qu'en pratiquant, puisque c'est un sujet
qui souvent on a du mal à matérialiser. Et donc une très bonne manière de faire ça, c'est de la simulation de phishing, par exemple. Ça, c'est assez répandu dans les entreprises. Et typiquement ce qu'on propose à nos clients, qui sont des PME de toute taille sur tout domaine d'activité. Ça peut être des entreprises technologiques, mais pas que. On a des clients qui font de l'agroalimentaire, effectivement, des comptables, des avocats, des clients industriels. L'objectif, ça va être d'envoyer des faux emails de phishing, donc de hameçonnage, des faux emails frauduleux aux collaborateurs pour voir comment est-ce qu'ils réagissent et pour auditer leur propension à cliquer. Puisqu'aujourd'hui, 80% des menaces, dont les ransomware que mentionnait Nicolas, sont délivrées par email. Donc le gros du problème, il est là. Et qu'est-ce qu'on fait une fois qu'on a audité la propension à cliquer ? Je vous interromps juste un instant, avec grâce notamment à l'IA, enfin grâce à cause, pour coup, de l'IA générative, vous avez des mails qui sont de mieux en mieux faits. Hein. C'est terminé la faute d'orthographe, le logo qui n'est pas exactement bon. Là, on a des choses qui paraissent tout à fait, absolument. Tout à fait justes. On est loin des mails du prince nigérien qui vous demande un chèque. Aujourd'hui, depuis l'arrivée de l'IA générative, les incidents de phishing ont augmenté de 1200%. Ah oui. En termes de cyber, donc c'est quand même une vraie tendance à la hausse. Et en fait, les protections techniques n'arrivent pas à rattraper ce retard-là. Donc c'est toujours le jeu du chat et de la souris en sécurité. Mais en tout cas, ce qui est intéressant, c'est que là, en attendant qu'on développe des protections techniques qui soient suffisamment puissantes pour contrecarrer l'IA, donc l'IA contre l'IA, on est obligé d'investir dans de la formation pour que l'élément humain soit là pour nous protéger. Et comment est-ce qu'on fait nous ? Donc on envoie ces faux mails de phishing, on en tire les résultats et derrière on forme les employés en fonction de leurs actions. Et donc si vous cliquez sur un email, si vous renseignez vos identifiants sur les fausses pages de connexion qu'on envoie, c'est à ce moment-là qu'on va vous envoyer une formation en vous expliquant les étapes que vous auriez dû ne pas manquer pour ne pas vous faire avoir. Et c'est grâce à cet apprentissage par la pratique qu'on arrive à lier les bonnes pratiques d'hygiène numérique à quelque chose de très tangible et qui se retient. Nicolas Aubé, souvent ça n'est que du bon sens. Hein, alors je reviens, il faut de l'investissement de la tech, mais une fois que tout ça est en place, qu'on pense avoir les bons antivirus, les bons anti-malware, enfin les bons outils de détection aussi, on se dit bon, a priori ça devrait être bon, voire même on passe par un clouder, quelqu'un on a fait appel à un prestataire de cloud, on se dit bon, c'est lui toutes mes données sont chez lui, tout est sécurisé, c'est bon, il y a rien à faire. Et voilà, et les failles sont souvent un peu du bon sens. Et je pense qu'il ne faut pas culpabiliser les salariés. Les salariés, en fait, qui vont cliquer là où il ne fallait pas cliquer. Surtout, le bon réflexe, c'est qu'ils doivent le dire. Ils doivent dire, OK, j'ai fait ça, qu'est-ce qui se passe ? Ils ne doivent pas cacher, en fait. Donc, ne culpabilisez pas les salariés. En fait, essayez effectivement de les former, bien sûr, à ne pas cliquer. Voilà, mais le jour où ils ont cliqué, il faut qu'ils le disent. Il faut qu'ils disent, voilà, j'ai fait ça. Parce que c'est très facile d'intervenir tout de suite. C'est plus compliqué d'intervenir si la chose a été cachée. Donc, je pense qu'il faut, il faut accompagner les salariés. Et puis, les dirigeants. Je pense que dans la salle, il y a beaucoup de dirigeants, dirigeantes d'entreprises. On est les premiers ciblés. C'est les dirigeants que les pirates vont cibler en premier. Il faut peut-être éviter de trop mettre de choses personnelles sur les réseaux sociaux. Si un dirigeant ou une dirigeante va mettre trop d'informations, après c'est facile pour les pirates de faire de l'ingénierie sociale, de comprendre des choses et d'essayer de tromper l'entourage ou l'entreprise ou le comité de direction ou le comptable ou je ne sais pas en fait pour faire des fraudes. Donc il faut faire attention aux réseaux sociaux et les dirigeants dirigeantes en fait on est souvent les premiers ciblés, donc faut être assez prudent là-dessus. Oui, et puis il faut toujours être attentif aussi à son actualité. En ce moment, on vit des moments tragiques, que ce soit en Ukraine, soit au Proche-Orient. Se dire, tiens, si mon entreprise, quelqu'un dans la presse a vu que j'avais travaillé avec tel ou tel pays, on ne se rend pas compte. On se dit, oui, j'ai travaillé avec la Russie, j'ai travaillé avec un pays arabe ou avec Israël, et puis on ne se rend pas compte que quelqu'un a repéré cette info et puis va aller cibler. Donc il faut vraiment être attentif à tout ce contexte. Aujourd'hui, Achille, c'est quoi quand on cherche à sensibiliser. Alors, oui, je voulais revenir un instant sur le côté sanctions, parce que moi j'ai vu une entreprise il y a 10 jours, industriel dans l'agroalimentaire, et lui me dit, moi, on en a eu marre, on a vraiment failli passer, ils ont eu des usines bloquées, ça a été un gros truc. Le patron, d'ailleurs, c'est un peu ce qui a fait nommer le nouveau DG, parce que justement le précédent n'avait pas mis assez l'accent là-dessus. Le nouveau DG est arrivé, lui, il avait été choqué aussi d'une précédente cyberattaque.
eux, ils ont été radicaux. Ils ont mis un permis à points pour tous les collaborateurs. Alors là, pour le coup, premier point perdu parce qu'on a fait... Alors, tous les 3-4 semaines, ils ont des semaines... Alors, ils font deux crises par an, enfin deux simulations de crise par an. Une pour le plan de reprise d'activité, une sur le plan de continuité d'activité, donc pour entraîner un peu les gens. Et après, ils font une campagne régulière de phishing toutes les 3-4 semaines. Voilà, ils testent un peu leurs salariés. Alors, le salarié qui se fait avoir la première fois, il a juste un rappel, on dit attention, on te rappelle un peu les règles qu'on avait envoyées sur un document. Attraper une deuxième fois, bien là, il doit assister à une formation en ligne. Alors, je ne sais plus quelle est la durée, mais en tout cas, il doit assister à cette formation en ligne. Troisième fois, il est convoqué carrément chez le responsable de la sécurité des systèmes d'information. Je rappelle, dans un groupe industriel qui donc là le sermente bien. Et quatrième point perdu, donc quatrième fois qu'il s'est fait avoir, qu'il n'a pas été attentif, mais encore une fois, ça devient très compliqué de l'être à chaque fois. C'est carrément convoqué avec son chef de service, son DG, chez le DRH. Alors, et il me dit, ça y est, on en a déjà 2 qui sont allés jusqu'à ce stade-là. Ils n'ont pas quitté l'entreprise, mais ça a bien calmé tout le monde. Mais voilà, ça, c'est pas forcément la meilleure des méthodes, mais c'est sans doute des gens qui ont été très échaudés. En fait, je pense que ça dépend des contextes d'entreprise et des cultures en interne. J'aimerais avoir une réponse un petit peu nuancée par rapport à ce problème. Oui. Là, on ne parle pas d'une réponse et on ne parle pas d'un problème qui est trivial. Et la réponse, pareil, doit être mesurée en fonction de vos enjeux technologiques, en fonction de vos enjeux de sécurité et votre contexte aussi organisationnel. Moi, je le compare avec nos clients. On a des clients qui sont très sévères, qui annexent les chiffres de la formation, qui annexent le bonus de fin d'année à la bonne complétion des modules. Ça peut être une méthode un petit peu moins radicale que ça, mais quand même, on rentre déjà dans quelque chose d'assez tangible pour le salarié. On a vu qu'on pouvait bien obéir en 2020. Oui, donc on peut tout à fait. Moi, je pense que ça doit être personnalisé au contexte en interne. Ce qui est sûr, c'est qu'on est sur un triptyque qu'il faut développer chez les salariés, qui est celui de la connaissance des bonnes pratiques, ça c'est sûr. Ça suffit pas. Cette hygiène numérique. Ça, il faut l'avoir absolument, et même c'est un rôle à l'échelle du citoyen. C'est pas uniquement en tant que collaborateur. Anne-Sophie, vous le mentionniez, c'est personnel presque ces sujets-là. Il y a un enjeu de vigilance, c'est-à-dire que à tout moment je peux me faire avoir et en tout cas être visé par une attaque. Et le pirate lui ne prévient pas, donc il faut être vigilant. Mais il y a aussi un enjeu de responsabilisation. C'est moi que ça concerne en tant que salarié, ce n'est pas que mon DSI, ce n'est pas que mon responsable sécurité, et ce n'est pas que mon entreprise. En fait, j'ai une responsabilité vis-à-vis de mon employeur, de mes gestes numériques, et derrière, la réponse, encore une fois, doit être adaptée en fonction du contexte en interne. Et vous, juste pour venir un moment sur le métier de Sirius, donc c'est un cybercoach. Exactement. Vous intervenez comme ça en entreprise, donc à travers des questionnaires, même un accompagnement des entreprises. C'est ça, l'idée, c'est... Exactement. Ce qu'on propose, c'est une plateforme en ligne qui permet de former les collaborateurs, que ce soit de manière théorique avec ces modules automatiques, avec ces modules de Sirius, qui est le cybercoach des employés, qui va venir régulièrement, plusieurs fois par mois, solliciter les collaborateurs pendant des conversations de 3 à 5 minutes pour venir leur enseigner les bonnes pratiques en sécurité, mais aussi par la pratique, avec notamment ces simulations de phishing. Ça, c'est la plateforme qu'on offre et qui est la plus automatisée possible, surtout pour des clients comme on a de PME qui n'ont pas de temps ni de ressources à consacrer. Et la sécurité, c'est un petit peu le parent pauvre en général de l'informatique et on n'a jamais assez de temps ni de ressources à y consacrer. Ce qu'on propose aussi, évidemment, vous l'avez mentionné, c'est un accompagnement, puisque là, on touche à quelque chose de très organisationnel, en fait, de culturel au sein des entreprises. La responsabilisation des salariés, ça ne se fait pas avec une plateforme uniquement en ligne, ça vient avec de l'accompagnement, avec de la communication pour faire comprendre et pour faire prendre conscience de ces enjeux-là et des conséquences très délétères qui peuvent en suivre. Anne-Sophie Colléo, vous conseillez aux entreprises de s'entraîner, alors selon les moyens de l'entreprise, il ne s'agit pas d'en faire chaque semaine, mais à la gestion de crise, se dire tiens, un jour, même une petite entreprise de 5, 10, 15, 20 personnes? Oui, je crois que la première des choses, des questions à se poser, c'est qu'est-ce que je veux protéger? Quels sont les sujets? Si je les perds, je perds tout. On pourrait se poser la question d'un point de vue individuel aussi, quels sont vraiment mes actifs les plus précieux qu'il faut que je mette de côté en cas de problème. Et ça, c'est la première. La gestion de crise, elle commence par se poser la question de l'analyse de son existant. Et se préparer, y a
moult façons de se préparer à la gestion de crise. Il y a effectivement des offreurs de services et de solutions. On en a dans le consortium Cibia qui propose également ce genre de services. Mais j'aime bien la notion de coach, parce qu'un coach, quand vous allez vous entraîner, faire du sport, parce que vous avez un défi sportif devant vous, il est à vos côtés. Il est là pour vous donner l'énergie quand vous avez besoin d'avoir ce petit coup de fouet, cette impulsion, parce qu'il ne fait pas beau et que vous n'avez pas envie de sortir pour aller courir. Mais il est aussi là pour vous dire c'est bien, il y a du progrès. Et ça, je crois que c'est vraiment quelque chose qui est essentiel, c'est d'avoir ce lien, cette incarnation et ce lien personnel sur sa montée en maturité. Et ça peut être le rôle aussi d'un opérateur, Nicolas? Oui, un opérateur comme Céleste va déjà fournir de l'infrastructure, de la fibre optique, du cloud, de la sécurisation des flux réseau. Et puis, c'est vrai qu'on a une filiale de cybersécurité qui va aller plus loin, faire des tests d'intrusion, faire de la protection. Voilà, il y a beaucoup de prestataires de services qui peuvent fournir ça, mais je crois que c'est vraiment au chef d'entreprise de se poser des questions sur l'état de l'informatique. Le recours à un assureur, parce qu'on assure son entreprise, bon, il faut le faire. Il faut maintenant assurer le risque cyber, même si c'est parfois compliqué. L'assureur, ce qui est bien, c'est qu'il va avoir un questionnaire où l'entreprise va s'auto-évaluer, généralement, en disant ce que je fais, ce que je ne fais pas. Et donc déjà, l'assureur va pouvoir envoyer une image à l'entreprise en disant vous êtes plutôt bien, ou vous êtes bof, moyen, attention. Donc l'assureur, ça va être un premier contrôle, mais finalement c'est un autocontrôle. C'est l'entreprise elle-même qui va faire un questionnaire. Voilà. Achille, sur ce rôle de l'assureur, je poserai la question à Anne-Sophie. Pareil, moi je pense que j'ai un avis qui est plutôt favorable dans le rôle de ces assureurs cyber. Je pense que c'est à chaque entreprise de se poser la question. J'aime bien la notion de risque résiduel, et c'est ça que couvre une assurance en fait. C'est à quel point, si tout devait aller mal, je peux vraiment me permettre, et Anne-Sophie disait, une fois que j'ai identifié mes actifs sensibles, de tout perdre. Et c'est un petit peu l'arbitrage qu'on doit faire en tant qu'entreprise. Est-ce que je suis prêt à courir le risque ou non? Est-ce que j'estime que j'investis suffisamment en amont dans ma sécurité pour pouvoir me prémunir de cette assurance-là? Ça demande de l'éducation, ça demande de s'intéresser aussi à ce sujet-là en tant que dirigeant d'entreprise. Et là, je ne peux qu'aller dans le sens de Nicolas, de s'éduquer en tant que chef d'entreprise. Anne-Sophie, sur ce rôle des assureurs? Les assureurs, nous, dans notre démarche, par exemple, Mon Aide Cyber, on propose aux assureurs, aux avocats, à tous ceux finalement qui vont être en lien avec les entreprises à des étapes clés de leur développement ou de leur vie, d'être aussi des formateurs à Mon Aide Cyber. Donc potentiellement, ce sont ceux qui vont opérer ce diagnostic qui dure 1h30 à 2 heures auprès du patron d'entreprise, celui qui détient les cordons de la bourse, le prestataire informatique si la sécurisation du parc informatique a été assurée par un prestataire extérieur, ou et la personne en charge de l'IT en interne. Et ça peut tout à fait, après une formation que l'on dispense, être délégué à un assureur, un avocat, un expert comptable. Donc tout à fait, on les intègre dans notre parcours. Il nous reste encore 5 minutes. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? N'hésitez pas à vous manifester. Oui, attendez, hop, tenez, voilà, on arrive. Merci beaucoup. Bonjour, je m'appelle Marc Botterel, je suis le référent national cybersécurité de la CPME. Donc, je vous ai écouté avec attention puisque je suis souvent à votre place sur scène. Un des éléments que vous avez évoqué qui me semble important, puisque je l'ai partagé, ou en tout cas j'ai récupéré l'information aussi, et je la partage, comme vous l'aviez dit, Anne-Sophie, avec les agents régionaux de l'ANSSI, et également avec le coordinateur national cyber. Aujourd'hui, on arrive un petit peu au bout de la sensibilisation des chefs d'entreprise. Je ne remets pas en cause le fait qu'il faut sensibiliser annuellement, au moins une fois par an, les employés. C'est important, c'est le premier rempart. Mais ce qui marche le mieux aujourd'hui, pour déclencher le besoin ou l'envie de se sécuriser, c'est, de la part des gens, une fois encore, les retours que j'ai, c'est les exercices de gestion de crise managériale. Vous mettez les gens autour d'une table, c'est lundi matin, il n'y a plus rien qui fonctionne, vous faites comment? Et là, il y a une prise de conscience des chefs d'entreprise que l'outil informatique est essentiel à leur activité. Les sensibiliser, c'est oui, je prends l'information, mais après, il ne se passe pas grand-chose. Voilà, donc je voulais juste rajouter ce commentaire. Pour terminer sur la partie sensibilisation, je suis aussi en train, au nom de la CPME, à travailler avec le gouvernement pour faire en sorte que les formations et les sensibilisations soient prises en charge par les OPCO, même si ce n'est pas certifiant, parce que c'est une question de sécurité de l'économie nationale. Voilà.
Merci. Et moi, je conseille toujours aussi, si vous avez dans votre entourage quelqu'un qui a été cyberattaqué, de l'emmener dans votre entreprise et qu'il parle aux dirigeants. Enfin, ça, c'est le meilleur exemple que j'ai pu voir, même dans des très grandes entreprises. Question suivante. Bonjour à toutes et à tous. Jean-Joseph Batardière, délégué général de la CPME en Pays de la Loire. Juste parce qu'on a une action dans notre territoire sur cette thématique-là, juste pour rappeler peut-être les chiffres clés que vous avez peut-être fait au départ. Le chiffre d'affaires de la cybercriminalité au monde, c'est 6 000 milliards de dollars. C'est 10 fois les stupes. Et on n'est qu'au début. C'est juste pour que tout le monde prenne conscience de ce dont on parle. Vous parliez tout à l'heure d'économie souterraine. On a des réseaux qui sont structurés, etc. Je n'ai pas entendu parler de la règle du 3-2-1. Donc j'aimerais bien que vous puissiez en parler règle, pardon, du 3-2-1. 3 supports, 2 technos, 1 hors site. Donc en tout cas, c'est des informations qu'on donne avec l'ANSSI dans les territoires. C'est des recommandations qu'on donne à tout le monde. Je n'ai pas forcément entendu aussi parler de la recommandation que nous on donne aux chefs d'entreprise. En fait, la question c'est pas quand c'est pas est-ce que vous allez être hacké ou pas, c'est plutôt combien de temps vous allez mettre à repartir. Est-ce que vous voulez repartir dans les 2 heures, est-ce que vous voulez repartir dans les 24 heures, est-ce que vous allez repartir dans la semaine, etc. Moi j'ai un disque dur, tous les lundis matins je fais ma synchronisation, je le range dans un tiroir et je sais que j'ai pas besoin d'avoir ces données-là, même si je scratch une semaine, c'est pas grave. Mais ça c'est par rapport à mon métier à moi. Donc la question, c'est comment je repars. Et puis, là, on est très focus entreprise. La plupart des exemples de cybercriminalité que j'ai dans mon territoire, ça passe par des prestataires. Vous avez une maintenance informatique avec votre imprimante. Il passe par le sous-traitant imprimante. Vous êtes collé avec... vous allez être sur un rail dans une société qui va héberger toutes vos données. Vous êtes ciblé sur le même rail que tout le monde et vous tombez. C'est arrivé quand il y a des gens qui tombent par corrélaire avec des hôpitaux. Donc voilà, la question des prestataires, elle est centrale parce que ça passe souvent aussi par les prestataires. Vous avez fait beaucoup de focus sur les salariés. Mais les salariés, c'est bien et il faut voir les prestataires. Et puis rappeler quand même à tout le monde que les assureurs ne couvrent plus les risques cyber dans les entreprises. On est dans des contrats qui vont être spécifiques. Et aujourd'hui, ça, il faut que les gens comprennent qu'il va falloir se protéger sur le risque cyber comme on s'est protégé sur beaucoup de choses. Quand j'ai un prestataire sur le risque cyber, il me dit mais lorsque vous avez une assurance sur une assurance voiture, ça va être du même risque que ça. Il faut que les gens comprennent que le risque cyber, il faut s'assurer spécifiquement sur ça. Si vous pensez que vous êtes couvert avec votre contrat spécifique, ce n'est pas le cas. Alors, réponse rapide. Je suis désolé, ça fait beaucoup de questions, mais parce que j'ai beaucoup noté de choses sur votre intervention. Anne-Sophie, en 2 mots, après, les prestataires. Alors les prestataires, oui. Il y a de nombreux secteurs d'activité où en plus des prestataires se retrouvent en situation monopolistique. On prend l'exemple d'un focus que nous on fait sur Cybia sur la santé. Vous prenez une pharmacie, le logiciel qui va gérer le classement des médicaments. 3/4 des pharmacies vont utiliser le même. Si ce logiciel-là tombe, c'est toutes les pharmacies qui tombent. Donc oui, c'est un risque qu'on adresse particulièrement dans le cadre de Cybia, de faire un focus sur les ESN. Et de l'aborder sous cet angle-là, que ce soit pour PME ou collectivité territoriale d'ailleurs, puisque c'est aussi notre champ de compétences. Je passe à la question suivante. Nicolas. Oui, je pense que vous avez cité plein d'exemples intéressants. Je crois aussi que la cybersécurité, la sécurité informatique, c'est aussi du business. Faut se dire... C'est l'image de mon entreprise. L'entreprise, en fait, en ayant une bonne pratique de cybersécurité, s'il y a des contrôles de badge pour les visiteurs, si le réseau Wi-Fi, on voit que c'est un réseau visiteur, si dans mes contrats clients, je prouve que je mets en place des choses, ça rassure les clients. Et ça apporte des marchés, avec des grands comptes. Donc la sécurité, c'est une façon de faire du business. Il faut voir ça comme ça aussi. Ça va développer l'entreprise. Donc, c'est pas uniquement réagir aux menaces, c'est aussi développer mon entreprise. Un dernier mot, Achille, on va conclure ici. Oui, simplement sur la question des prestataires, je ne peux être que d'accord avec vous. Et en fait, il faut aussi former les salariés, notamment des prestataires, puisque les chiffres d'attaque qui concernent les salariés concernent aussi les prestataires. Et très souvent, ça passe par là. Donc, effectivement, il faut protéger tous les maillons de la chaîne. Et on revient sur cette question holistique à l'échelle de la société, en fait, qui dépasse celui individuellement de l'entreprise. Il faut qu'on soit tous préoccupés par ce sujet et formés.
Merci, on peut applaudir voilà, nos intervenants. Merci aussi pour les membres des CPME d'être intervenus. D'ailleurs, on va continuer à parler cybersécurité dans un autre atelier vers lequel je vais. Merci encore Anne-Sophie, merci Nicolas et Achille d'être venus témoigner. Et puis, excellente suite dans cette journée Impact PME.